Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette dernière conférence de notre cycle de conférences ENM. Nous nous centrons sur le métier de magistrat avec cette rencontre avec un magistrat qui va nous parler donc de ce beau métier de la magistrature. Ce soir, j'accueille Mehdi Kébir qui est notre enseignant dans la prépa en droit civil et procédure civile et qui exerce ce métier dont il va nous parler. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous allons parler d'abord de Mehdi, évidemment, qui va se présenter. Nous évoquerons dans une deuxième partie le métier de magistrat avant de poser quelques questions relatives à l'avenir de la justice. Et nous terminerons par quelques mots du concours de l'ENM. Voilà pour le programme de la soirée. Nous commençons tout de suite par quelques mots de Mehdi. Je te passe la parole. Merci beaucoup, Fanny. Moi, je suis magistrat depuis peu de temps, puisque j'ai fini ma scolarité à l'ENM en 2022. Je suis de la promo 2020. Donc, je suis magistrat depuis maintenant un peu moins de 2 ans. Et j'exerce donc au tribunal judiciaire de Laval, en Mayenne, qui relève de la cour d'appel de d'Angers. Et j'exerce donc des fonctions de juge de l'application des peines. La fonction que j'ai choisie en sortie d'école. Étant entendu que quand on choisit une fonction comme celle-ci, donc c'est ce qu'on appelle une fonction spécialisée, on est aussi bien amené à exercer d'autres fonctions qui relèvent de ce qu'on appelle le service général. On ne sait pas forcément quand on choisit son poste en sortie d'école. Moi, je le savais en l'occurrence. Pour être très concret, je suis juge de l'application des peines à peu près à 50%. C'est-à-dire que 50% de mon temps de travail est consacré à d'autres fonctions que celles que j'avais initialement choisies. Ce qui est quand même un aspect intéressant. Je fais pas mal de choses par ailleurs. Notamment, je préside les comparutions immédiates. On a 2 comparutions immédiates par semaine à Laval, le mardi et le vendredi. Moi, je préside celle du mardi. J'exerce aussi des fonctions de juge correctionnel puisque je préside un certain nombre d'audiences correctionnelles, notamment des audiences de CRPC, des audiences collégiales également. Et puis, j'exerce aussi d'autres fonctions qui relèvent plus du traitement, on va dire, de masse. Toutes les fonctions que j'exerce sont en matière pénale. Donc, je préside aussi le tribunal de police, par exemple, hein, qui juge les contraventions de la première à la 5e classe. Je préside aussi d'autres audiences, notamment des audiences d'ordonnance pénale. C'est un autre aspect de mon travail. Et puis, dernière fonction que j'exerce dans un tout autre domaine, c'est en matière civile, puisque je suis aussi juge-commissaire. Le juge-commissaire, donc c'est un juge qui intervient en matière de procédure collective. Ça veut dire qu'au total, j'exerce 6 fonctions différentes euh, au quotidien au tribunal judiciaire de Laval. Mais ma fonction principale, on va dire, c'est quand même celle de l'application des peines. Merci, je disais pour cette présentation, Mehdi. On aborde la première partie, la première série de questions ce soir qui portent sur le métier de magistrat et qui seront évidemment les questions les plus nombreuses et substantielles. Alors voilà une première série de questions qui ont donc été posées pour la plupart par nos étudiants, nos candidats inscrits chez Mission Magistrat, à qui j'ai proposé de formuler les questions qu'ils souhaitaient te poser. Alors c'est un peu dans le désordre, ça part un peu dans tous les sens, mais ça va être le côté sympa de la soirée. Ça va être un vrai jeu de ping-pong. J'espère que tu es en forme ce soir pour répondre à Très tout ça informé. dans le désordre. Alors, première question, pourquoi as-tu souhaité devenir magistrat, toi? Est-ce qu'il y a des arguments que tu peux nous donner? Alors moi, alors c'était pas vraiment une vocation. C'est-à-dire, j'ai pas commencé mes études de droit en me disant, je vais devenir magistrat, je vais faire ça coûte que coûte, quoi. En fait, c'est venu petit à petit. J'ai d'abord beaucoup apprécié mes études de droit. Et puis ensuite, donc j'ai décidé moi de faire une thèse que j'ai soutenue en 2017 à la fac de Tours. Euh, et cette envie de devenir magistrat, elle est venue, je dirais, à partir du master 2 et quand je me suis dirigé vers la thèse. C'est un peu paradoxal, mais c'est qu'en fait j'ai travaillé sur un sujet qui était en lien avec la justice. Donc, c'était mon secteur d'activité, de recherche. Et donc quand j'ai soutenu cette thèse, je me suis dit que j'avais envie d'aller
découvrir un petit peu la pratique. Euh, et je me suis pas vu, euh, enfin, je me suis pas vu dans une carrière universitaire, c'est-à-dire qu'il m'aurait manqué, je pense, l'aspect pratique des choses. J'avais envie de découvrir les tribunaux, les palais de justice, la façon dont on travaille au quotidien. Et donc j'ai candidaté sur un poste bon, qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui est assez peu connu à l'époque, de juriste assistant. J'ai été juriste assistant donc au parquet de Tours. Euh, et là, c'était pour moi, c'était une découverte totale, quoi. C'était la première fois que- enfin, j'étais déjà entré dans un palais de justice, mais c'était la première fois que j'étais confronté au quotidien du métier de magistrat, et je dois avouer que ça m'a énormément plu, ce que j'ai pu y voir. Donc j'ai été juriste assistant quasiment 3 ans, et ensuite donc j'ai décidé d'aller à fond dans cette voie-là de magistrature, ce que je regrette pas du tout aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, c'est venu petit à petit. Au sein enfin, au fil de mon parcours, c'est pas quelque chose que j'avais en tête dès la première année. Ça s'est construit petit à petit et aujourd'hui, je regrette absolument pas parce que voilà, c'est un choix mûrement réfléchi et aujourd'hui, si c'était à refaire, je fais exactement la même chose. Oui, je rebondis, je me permets. Il y a deux séries de candidats hein, qui nous racontent un petit peu leur vocation. Il y a un premier profil qui effectivement a cette vocation depuis très longtemps, parfois même avant leurs études de droit. Donc, dès l'adolescence, ils sont fascinés par la justice, par leur histoire personnelle, par leur lecture, par leur activité, par leur personnalité. Et dès très jeunes, ils disent je voudrais être magistrat. Donc, ils partent en études de droit et ils essayent d'arriver à leur fin. Et puis, il y a ceux qui découvrent le métier sur le terrain. Effectivement, il y a pas mal d'étudiants qui nous disent bah, moi, c'est à l'occasion d'un stage, c'est à l'occasion effectivement d'un poste d'assistant de justice, à l'occasion d'une conversation avec un magistrat. Donc, je crois qu'il est très important, effectivement, si vous hésitez encore à propos de votre voie, d'essayer d'avoir des contacts avec le terrain, au moins essayer d'aller discuter avec des magistrats, faire des stages, découvrir le métier du côté pratique pour voir si ça peut vous convenir ou pas. Deuxième question, quelles sont les qualités essentielles à ton avis pour devenir un bon magistrat? Alors, pour être un bon magistrat, c'est marrant, ça c'était une question du grand oral de sortie, question qu'on m'a Ah, posée, grand oral de sortie de l'ENM, donc qui me replonge dans des souvenirs enfin, qui datent de quelques années, maintenant, 2 ans. Mais oui, effectivement, c'est une question à laquelle on réfléchit pas forcément avant d'être magistrat. Mais avec un peu de recul maintenant, même si ça fait pas énormément de temps que je suis magistrat, je dirais que la première des qualités, c'est qu'il faut quand même aimer l'aspect humain des choses. C'est-à-dire que quand on est magistrat, on est confronté à beaucoup de choses, des problèmes techniques, des problèmes juridiques, etc. Mais derrière tout ça, c'est d'abord des questions humaines, c'est-à-dire des litiges, que ce soit en matière civile ou en matière pénale. C'est vraiment, nous, on travaille avec des dossiers, certes, mais derrière les dossiers, il y a des vraies personnes. Donc il faut aimer ça, il faut aimer le contact avec les gens, à l'audience, dans les audiences de cabinet aussi qu'on peut avoir. Enfin, c'est un aspect qui est extrêmement important parce que vous ne pouvez pas être magistrat si vous êtes réfractaire à ce côté-là. C'est-à-dire le côté d'abord humain. Ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Ensuite, je pense qu'il faut être, quand on est magistrat, il faut être assez humble, dans le sens où on a entre les mains un pouvoir qui est extraordinaire, c'est le pouvoir de juger les autres et le pouvoir d'avoir une influence sur leur vie, une influence très concrète. Et encore une fois, pas qu'en matière pénale. C'est-à-dire quand vous allez trancher un litige, je sais pas, de matière contractuelle ou sur un bien immobilier, vous allez avoir une influence sur la vie concrète des gens. Et par rapport à cette tâche-là, je pense qu'il faut être assez humble, se dire qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne sait pas tout sur tout, que les gens qui viennent dans les tribunaux, bah, c'est des gens qui sont souvent en difficulté. Donc il faut très concrètement bah, prendre le temps de l'écoute, respecter des principes essentiels comme le contradictoire. C'est ça l'humilité d'un magistrat, c'est ça. C'est avant de prendre sa décision, d'écouter, d'essayer de peser des arguments, d'essayer de confronter ça à la règle de droit et puis ensuite prendre sa décision. Et puis enfin, moi je dirais pour être un bon magistrat, c'est quand même très important et c'est pas forcément enfin, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Je pense que pour être magistrat, il faut être quelqu'un d'assez équilibré dans sa vie personnelle comme professionnelle.
C'est-à-dire que dans sa vie professionnelle, il ne faut pas oublier que l'on va être un collègue. Quand on est magistrat, et on va être amené à travailler dans une communauté judiciaire, c'est-à-dire au contact des collègues magistrats, des avocats, de tous les professionnels. Et j'ai envie de dire, pour être un bon magistrat, il faut être un bon collègue. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un d'assez stable émotionnellement, d'être quelqu'un d'ouvert, qui aime justement cet aspect-là, de travailler en communauté. Et pas être un poids finalement pour son service, pour ses collègues, etc. Donc ça, c'est un aspect, moi, m'a frappé quand je suis arrivé en poste. C'est-à-dire que là, j'ai à cœur, moi, d'être un bon collègue, entre guillemets, et pas quelqu'un qui va avoir des réactions épidermiques, vous voyez, les gens qu'on n'aimerait pas, les gens un peu toxiques, si vous voulez, qu'on n'aimerait pas fréquenter au travail. Donc ça fait, moi je dirais, c'est ces trois qualités-là, hein, c'est souvent ce qu'on dit, c'est l'humilité, l'humanité, et puis ce qu'on appelle l'humeur égale. C'est un bon magistrat, c'est celui qui est capable, dans une communauté de travail, voilà, d'être stable, parce qu'on travaille évidemment avec des choses très difficiles au quotidien, et c'est très très important de ne pas devenir un poids pour l'ensemble de cette communauté-là. Quels sont les défis les plus courants auxquels les magistrats sont confrontés dans leur travail aujourd'hui? Alors, les défis les plus courants, d'abord, il y a la charge de travail, ça c'est évident. Hein, on a une charge de travail qui est extrêmement importante, qui faiblit pas, malgré les renforts qu'on peut avoir, des assistants de justice, des juristes assistants, des futurs collègues magistrats qui vont arriver en masse. Enfin, on a une charge de travail qui est extrêmement importante. Donc, il faut être capable de supporter cette charge de travail. Enfin, voilà, faut pas vouloir devenir magistrat et puis se dire, c'est un travail entre guillemets planqué où je vais pouvoir travailler tranquillement. On a une charge de travail qui est très importante et ça, c'est notre quotidien. Ensuite, le défi, c'est d'être capable, moi je suis juge, hein, je suis pas procureur, je suis juge, donc mon travail, moi, c'est de juger, c'est de trancher. Et ça, c'est vraiment pas évident parce que il faut être en capacité de décider pour les autres. Et faut pas croire que décider, c'est quelque chose de facile. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. C'est souvent un dossier, c'est souvent dans une zone grise où il y a quelque chose qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais cette capacité à trancher, elle est extrêmement importante. Parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et on voit, nous, parfois, des collègues, des jeunes auditeurs qui sont en difficulté parce qu'ils vous disent, mais moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. C'est-à-dire décider pour les autres. Et c'est pas décider une fois par jour, hein, c'est décider 50 fois par jour sur des situations très, très différentes. Et puis, l'autre défi qui me vient en tête quand on est magistrat aujourd'hui, c'est voilà, d'envisager son travail dans la collectivité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment abandonner cette idée un peu préconçue que le juge ou le procureur, c'est quelqu'un qui travaille dans la solitude, dans son bureau, tout seul, etc. Non. Nous, on s'intègre dans une communauté, comme j'ai dit tout à l'heure, et le plus grand défi, ça va être justement de faire vivre cette communauté. C'est ce dont on parle là beaucoup en ce moment quand on parle de l'équipe autour du magistrat. Ben, c'est ça, l'équipe autour du magistrat, c'est le travail en communauté, en collectivité. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, ça s'apprend. Et c'est un peu loin parfois de l'idée qu'on se fait du métier de juge, du métier de magistrat plus généralement. D'accord, on comprend bien l'idée. Euh, c'est assez étrange pour nous qui t'écoutons que tu ne nous parles pas des défis de transformation du droit et d'évolution du droit, parce qu'on entend très souvent, on lit très souvent dans les médias que bah, le droit évolue très vite, que le principal défi, c'est d'essayer de courir derrière pour le rattraper, que les magistrats ont du mal à se tenir à jour parce qu'il y a 500 pages supplémentaires tous les matins au JO. Comment, en tant que magistrat, tu appréhendes cette évolution du droit? Est-ce que tu arrives à te tenir à jour de toutes les réformes, au moins celles qui concernent évidemment tes matières? Et est-ce que tu as un temps pour toi de recherche régulièrement? Est-ce que vous avez des formations pour assurer ce suivi de l'évolution et des réformes? Mm. Alors, je trouve que ça, c'est un sujet qui est extrêmement important aussi, parce que c'est aussi parfois un peu loin, je trouve, hein, moi c'est une expérience personnelle que je vous livre, c'est aussi un peu loin parfois du discours qu'on peut entendre. Moi, je pense que c'est faux, on n'est pas confronté tous les jours à une masse de nouvelles règles, etc. C'est pas comme ça qu'on travaille. Il y a des réformes, moi j'en ai une extrêmement importante en matière d'application des peines dernièrement, qui a changé énormément de choses.
C'est vrai que c'est un effort, que c'est compliqué de se mettre à jour, mais on est accompagné, on est aidé, notamment par les services du ministère eux-mêmes. Je sais que nous, on a des espèces de kits, si tu veux, l'application de la réforme avec les circulaires, les trames. C'est quelque chose qui n'est pas impossible à ingurgiter. Après, ce qui est difficile, c'est la succession de réformes. C'est-à-dire que là, on annonce déjà pour nous, en ce qui concerne l'application des peines, une prochaine réforme qui va revenir sur la précédente. Donc, c'est pas tant la masse de règles à prendre, etc., qui nous pose difficulté, mais c'est plus l'incertitude sur ce qui va se passer demain, parce qu'on est capable de se remettre à jour. On est tous capables, peu importe l'âge, peu importe les fonctions qu'on exerce, on est magistrat, mais c'est notre quotidien, ça, d'être à jour de la jurisprudence, d'être à jour des règles de droit. Nous, c'est plus de savoir finalement à quelle sauce on va être mangé dans 6 mois, un an, etc., qui nous pose difficulté. Et c'est pour ça que certains collègues appellent plus à un moratoire des réformes, c'est-à-dire un stop, plutôt que se plaindre finalement de la masse de règles de droit qu'on a appliquées ou à apprendre au quotidien. C'est plus ça que moi je trouve qu'on pourrait qualifier de défi pour l'avenir, c'est-à-dire que le politique puisse entendre le fait que une succession de réformes, eh ben, ça altère finalement la qualité de notre travail, plus que la masse de règles qu'on aurait à appliquer. Mhm. Oui, c'est finalement ce qu'on appelle l'instabilité avec toute l'incertitude qui l'accompagne. Effectivement, on comprend très Mm. très bien. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Alors, moi, ce que je préfère, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la dimension humaine. C'est-à-dire que moi, je reçois des gens quasiment quotidiennement, je tiens des audiences quotidiennement. Et à chaque fois, je suis surpris, un peu même presque émerveillé, si tu veux, de la façon dont ça se passe, quoi. Les audiences, les auditions, chaque personne qui vient dans nos cabinets ou à l'audience est différente, chaque histoire est différente. On est à chaque fois étonné, on est à chaque fois surpris de cette diversité-là. Et c'est ce qui fait, je trouve, le côté très passionnant de notre travail. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que bah, mes journées ne se ressemblent pas. Les journées sont toutes différentes. Euh, J'arrive le matin, je ne sais pas forcément ce qui va se passer dans la journée. J'ai un traitement de l'urgence qui me fait bien. Par exemple, je disais tout à l'heure que je préside les comparutions immédiates. Ben, une comparution immédiate, ça peut tomber la veille ou le jour même. Donc moi, je me réveille le matin, je ne sais pas si je vais en avoir une potentiellement l'après-midi. Et si j'en ai une, eh ben, je vais préparer le dossier, je vais essayer de le mettre en état le plus rapidement possible. Et c'est ça qui me plaît, c'est ce côté un peu dynamique de mon travail. Et puis la dernière chose, moi, qui me plaît énormément, c'est l'utilité sociale qu'on a, nous, en tant que magistrats. C'est-à-dire que dans les décisions qu'on va rendre, on est immédiatement utile. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. C'est ma décision va avoir un impact immédiat. J'estime que j'ai pris la bonne décision, et puis si c'est pas le cas, bah, il y a une cour d'appel, une cour de cassation qui réformera tout ça. Mais moi, je sens cette utilité-là sociale immédiate, quoi. Et ça, c'est hyper gratifiant, je trouve. Oui, on comprend parfaitement, on imagine très bien. Est-ce que parfois il t'arrive d'avoir des regrets, des remords? Ah oui, oui, ça, c'est au quotidien. C'est pas des choses. Enfin, le magistrat, il prend sa décision, mais il faut pas croire que on est suffisamment sûr de nous voilà, pour dire qu'on fait jamais d'erreur ou que le risque d'erreur n'existe pas. Moi, ça m'arrive parfois en sortie d'audience de dire, mais là, j'ai pas été bon ou j'ai pas su réagir correctement, j'ai pas perçu, par exemple, un côté, euh, enfin, une dimension un peu particulière de ce qui a pu être dit, etc. C'est plus des regrets de ce type-là. Par contre, j'ai assez peu de regrets ou de remords sur mes décisions. Parce que mes décisions, elles sont prises en âme et conscience, en application d'une règle de droit. Elles sont motivées, c'est-à-dire que j'explique au sein de ma décision les raisons pour lesquelles j'ai tranché de telle ou telle façon. Et puis, je sais qu'il y a des voies de recours. Donc, même si parfois je me dis, bon, peut-être qu'un autre collègue aurait jugé différemment, je me dis, voilà, les règles du jeu sont telles que bah, le parquet peut faire appel, la partie civile peut faire appel, le prévenu peut faire appel. Et s'il doit être réformé par la cour d'appel, j'y verrai pas du tout un affront ou une remise en cause. Je me dirais, bah, c'est le jeu normal finalement des institutions. Donc c'est pas des regrets ou des remords, mais c'est plus sur le quotidien, sur la façon dont, oui, dont on tient les audiences ou les auditions qu'on peut être amené à douter. Mais je pense que le doute, c'est quelque chose qui fait partie de notre travail
Et c'est plutôt l'absence de doute, moi, qui me ferait peur, je pense. Oui, tout à fait. Tu as parfaitement raison. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'au contraire tu n'aimes pas ou qu'est-ce que tu aimes le moins? Parce que j'aime le moins, c'est ce côté masse, quoi. C'est ce côté masse de travail. En fait, on a une charge mentale qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que moi, mon quotidien, c'est de faire baisser finalement des piles de dossiers qui s'accumulent et on n'a pas le droit, entre guillemets, de flancher, ne serait-ce qu'une journée ou deux ou une semaine. Parce que si pendant une semaine, je décide de lever le pied, eh ben, la masse est telle que ça va s'accumuler. Et finalement, c'est plus retarder le problème. Donc ça, c'est ce que j'aime le moins, c'est que finalement, quand je vide mon cabinet, c'est-à-dire je vide mon bureau de tous les dossiers que j'avais à traiter, mais tu peux être sûr que le lendemain, j'en aurai encore la même quantité ou le double. Et ça, c'est toute l'année, tous les jours de la semaine, et c'est un impression, c'est un puissant fin, quoi. C'est vraiment ce côté massif, et ça renvoie finalement aux questions de recrutement, c'est-à-dire que on n'est pas suffisamment, pardon, de magistrats en France, et donc cette masse, on la prend de plein fouet au quotidien. Et c'est ça, c'est un aspect, moi, je m'y fais parce que c'est mon travail. Mais c'est vrai que faut pas croire que le travail du magistrat, ça se résume à l'audience, le côté un peu théâtral, un peu solennel des choses. Non, mon quotidien à moi, c'est la rédaction des jugements, c'est ma gestion de cabinet à l'application des peines, c'est la rédaction de mes jugements quand j'ai fait une audience correctionnelle. Et évidemment, moi, une audience correctionnelle, pour moi, c'est 30 dossiers. Un tribunal de police, c'est 40 dossiers. Donc, quand je dois les motiver, ces décisions-là, bah, c'est du boulot et c'est assez massif. Et comment justement se répartit le temps de travail par tête de magistrat dans un tribunal? Est-ce que tu as un nombre de dossiers à faire passer? Est-ce que ça se quantifie Ouais. en simplement horaire de bureau? Mm. Comment on quantifie cette charge de travail? En fait, il y a un référentiel qui a été fait par les chefs de juridiction, chefs de cour, un référentiel qui a été basé sur des statistiques. C'est-à-dire, par exemple, pour un cabinet d'application des peines, on considère qu'on est à 100% quand on a à peu près 1000-1200 dossiers en suivi. Là, on est à 100%. Ça, c'est la théorie. Parce que moi, je suis juge de l'application des peines à 50%, mais en suivi de cabinet, j'ai 900 dossiers. Tu vois, ça c'est la pratique et la théorie, il y a un décalage qui est parfois un peu assez important. Mais oui, il y a un référentiel de la charge de travail. On a tant de dossiers par magistrat, mais évidemment, là on parle de statistiques, mais évidemment que le quotidien est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que quand il y a ne serait-ce qu'un arrêt de travail au sein de la juridiction, bah, on doit remplacer le collègue, et donc ça va s'ajouter. Et Mm. donc ça fait aussi partie de notre travail, c'est d'être capable d'être un peu flexible aussi sur la charge de travail. Par exemple, moi, je suis juste commissaire, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout quelque chose qui était prévu. C'est du fait d'un arrêt de travail, parce que c'est un congé maternité en l'occurrence, que j'ai dû remplacer une collègue qui est partie, qui n'a jamais été remplacée, et donc j'ai conservé ses fonctions. Voilà. Donc finalement, un taux de travail qui est supérieur à 100%. Mais ça, c'est le Mhm. cas de tous les collègues magistrats. Prochaine question. Y a-t-il une journée type? Et si oui, elle ressemble à quoi? Alors, tu as déjà commencé à nous dire que chaque journée était différente, que c'était Mm, justement ce que tu appréciais dans ce métier. Mais est-ce que, grosso modo, tu peux nous dire, voilà, j'arrive à telle heure le matin, voilà les premières choses que je fais et comment se déroule à peu près une journée classique mm. sans embûche? Alors, ouais, effectivement, j'ai pas de journée type parce que déjà, je fais pas mal de choses et mon temps de travail, moi, il est rythmé par mes audiences. C'est-à-dire que j'ai quasiment une audience par jour. Et donc, ça fait finalement de la préparation en amont et de la rédaction en aval. Et en plus de ça, j'ai ce qu'on appelle de la gestion de cabinet, puisque je suis juge de l'application des peines, c'est une fonction de cabinet. Ça va être quasiment de la gestion administrative de mes dossiers, c'est-à-dire des clôtures, du classement, des ouvertures, etc., etc. Donc, pour être très concret, moi, par exemple, là, lundi, bah, je vais arriver aux alentours de 8h30, travail, 8h30, donc je vais traiter déjà l'essentiel de ma matinée, ça va être le traitement de mes mails, puisque je vais gérer un certain nombre de difficultés sur des dossiers à l'application des peines, etc., des décisions qu'il faut rendre, des situations qui vont alerter le SPIP avec qui je travaille, et le SPIP va m'alerter. Donc, je vais passer une partie de ma matinée à gérer mes mails. Ensuite, donc, je vais prendre un temps aussi de préparation
de mon audience de l'après-midi, parce que c'est une audience que j'ai déjà préparée, mais je vais me remettre un petit peu le dossier en tête. Je vais le faire pendant 1 heure ou 2, et puis je vais avoir mon audience de l'après-midi qui commence à 14 heures. Et une fois que je commence mon audience, je sais que je finis ma journée là-dessus quasiment. Je ne finis pas avant 19 h, 19 h 30. Et puis le lendemain, je suis de comparution immédiate le mardi. Donc quand j'arrive le matin au bureau, il est 8h30 toujours. Je vais voir tout de suite s'il y a un dossier à la comparution immédiate, ou deux, ou trois, et puis je vais les préparer pour l'après-midi. Donc ce qui rythme un peu mon travail, moi, c'est l'audience. Mhm. Et puis quand j'arrive à avoir une journée sans audience, c'est quasiment un miracle. Et ben là, je vais consacrer ce temps-là à la rédaction des décisions que j'ai pas pu rédiger précédemment. Alors ça, c'est dans mon déroulé de journée type. Euh, mais ce qui peut se passer, moi, à l'application des peines, c'est que je peux avoir des urgences. C'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, quelqu'un qui a rompu son bracelet électronique, quelqu'un qui n'est pas rentré chez lui à l'heure où il devait rentrer chez lui, quelqu'un qui respecte pas ses obligations ou ses interdictions d'un sursis probatoire. Par exemple, j'ai la police qui m'appelle, qui me dit, bah, on est intervenu hier soir dans le cadre d'un conflit conjugal. On s'est rendu compte que monsieur, il avait une interdiction de contact avec madame. Et il est toujours au domicile. Donc là, je vais gérer cette urgence-là. Je vais faire interpeller la personne, déférer devant moi, peut-être l'incarcérer, etc. Et ça, le matin, moi, je ne sais pas ce qui va se passer finalement au cours de la journée. Donc, j'ai mon organisation. Si tu veux, mon organisation, elle est valable sur une semaine, pas plus. Je peux pas te dire ce que je vais faire dans le mois. Et dans cette organisation-là, bah, parfois, il y a des choses qui vont tout bloquer ou qui vont tout modifier parce il faut prioriser. Je crois que le cœur de travail des magistrats, c'est ça aussi, c'est prioriser. Et finalement, c'est ce qu'on fait au quotidien, quoi. Et il y a des priorités qui remplacent d'autres priorités, etc. Et Oui, c'est voilà, ça, ça hein. fait des journées assez denses, hein, de 8h30 jusqu'à 19h, 19h30. Et donc, tu réponds à la question qui suivait. Tu ne fais pas 35 heures par semaine, tu fais beaucoup plus. Non, 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 on fait pas 35 heures par semaine parce que déjà, statutairement, on a, entre guillemets, l'équivalent d'un statut de cadre. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis, nous, à une charte horaire. À l'inverse, par exemple, des greffiers qui, eux, ont l'obligation bah, de pointer. C'est-à-dire le matin, quand ils arrivent, ils ont un pointage électronique et l'après-midi, quand ils partent, ils ont un pointage. Nous, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je quantifie pas mon temps de travail. Alors, on est bien loin de 35 heures, ça c'est une évidence. Mais ça peut m'arriver aussi de me dire, bah, aujourd'hui, je vais rester en télétravail, je vais télétravailler, je vais rester chez moi pour rédiger, être plus tranquille, etc. Sans que j'ai compte à rendre finalement à qui que ce soit, parce que j'organise mon temps de travail en dehors de mes audiences, bien évidemment, comme je le veux. Ça, c'est un Mhm. peu le privilège d'être juge, parce que c'est pas tout à fait le cas pour les collègues qui sont au parquet, qui eux ont une présence quasi obligatoire au tribunal. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses, ils ont tellement de choses à gérer en permanence que on n'a pas la même latitude, j'ai envie de dire, pour l'organisation du travail. Mais oui, c'est pas 35 heures. Moi, pour vous quantifier, je dirais que ça, c'est plus proche des 50 heures que des 35 heures. Concrètement. D'accord, ce qui fait quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Alors après, moi, j'ai décidé, mais c'était un choix personnel. Quand je suis arrivé en poste, j'ai dit, je vais pas travailler le week-end, et je vais Mhm. pas travailler pendant les vacances. Alors, on pourrait se dire, D'accord. oui, c'est normal. Bah, c'est pas si c'est normal que ça, parce qu'il y a énormément de collègues qui travaillent pendant les vacances ou qui prennent pas toutes leurs vacances et qui travaillent le week-end. Donc moi, le choix que j'ai fait par rapport à l'organisation personnelle aussi, c'est de me dire, je vais faire des plus grosses semaines peut-être en journée, mais le week-end, je sais que je toucherai pas à mes dossiers, je touche pas à mon ordinateur et je me repose, je prends du temps personnel, etc. D'accord. Et est-ce que sur cet emploi du temps de ta semaine se greffent parfois des permanences? Oui, évidemment, oui, dans mon organisation au tribunal à Laval, on est de Mhm. permanence sur certaines fonctions selon le grade. Quand vous êtes D'accord. au premier grade, vous avez des permanences qu'on appelle les permanences JLD, hein, juge de liberté et de la détention. Donc Mhm. ça, c'est le week-end. Et moi, vu que je suis au second grade et que je suis pas magistrat depuis très longtemps, je suis de permanence à l'instruction et aux enfants, un juge d'instruction et juge des enfants, une fois toutes les 7 semaines. Où là, D'accord. je vais être le magistrat référent si jamais il y a, par exemple, un besoin à l'instruction ou un besoin par rapport aux fonctions du juge des enfants. Donc ça, c'est par rapport à notre organisation à nous, c'est une fois toutes les 7 semaines. Donc c'est quand même à échéance assez espacée.
Là où Mhm. nos collègues du parquet, eux, ils sont de permanence quasiment une fois, enfin, quasiment une semaine par mois. Ah Donc oui. là, il y a une vraie différence. Et quand tu dis une fois toutes les 7 semaines, ça dure combien de temps une permanence? C'est un jour, 3 jours, une semaine? C'est des permanences en ce qui nous concerne, nous, week-end. C'est-à-dire qu'on sait que le D'accord, week-end, on sera amené à aller au tribunal, travailler concrètement. d'accord. Et tu ne peux pas rester à domicile en disant que tu es joignable. Non, sur certaines fonctions, c'est pas possible parce qu'on sait qu'on va être sollicité et qu'on va devoir y aller. Alors, ça, c'est pour notre tribunal à nous. Peut-être que dans des juridictions plus petites ou plus grandes, ça se passe différemment. Mais moi, d'expérience, je peux pas rester chez moi sur ces permanences-là parce que je sais que je vais être sollicité. Oui, c'est ça. Et sinon, tu disais tout à l'heure que tu t'organisais comme tu voulais, que tu pouvais te mettre en télétravail et travailler à la maison. Ça veut dire que tu as tous les accès nécessaires aux intranets, je ne sais comment vous les appelez, du tribunal. Tu peux faire tout ton travail exactement de la même manière à la maison qu'au tribunal. Exactement. On a accès à tous les applicatifs donc métiers, hein, que ce soit les logiciels qu'on utilise au quotidien, comme Cassiope, API, qui est le logiciel de l'application des peines, etc. Et c'est sécurisé en fait par le biais d'un accès comme un ordinateur professionnel. Mhm, Donc ça, je peux y accéder de chez moi. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. On a aussi un support informatique qui est de meilleure qualité. C'est-à-dire que par exemple, moi, on m'a mis à disposition un double écran pour mon télétravail. Donc, comme tous mes collègues à Laval, on a à disposition, et c'est gratuit, entre guillemets, hein, c'est fourni par le chef d'établissement, le chef de cours également. Moi, chez moi, je travaille avec un double écran, mhm. ce qui facilite beaucoup les choses quand on doit rédiger ou on a préparé un dossier pour l'audience. Mais oui, j'ai absolument accès à tous les logiciels et surtout, j'ai une installation qui m'a été fournie par le tribunal qui me permet de travailler de façon très confortable. D'accord. Moins confortable, on arrive à ce qu'on appelle les conditions de travail dégradées, qu'on voit dans les médias, qu'on lit dans la presse. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que tu dirais que c'est un peu exagéré? Est-ce que tu dirais que bah, ça dépend? Il y a une grande disparité sur le territoire, qu'il y a sans doute des juridictions mieux traitées, mieux loties que d'autres. Bref, dans ton quotidien à toi, qu'est-ce que tu vois comme dégradation concrète de tes conditions de travail? Alors moi, j'ai de la chance parce qu'à Laval, on est quand même, c'est une juridiction à taille humaine. On est au total, on doit être une vingtaine de magistrats, à Ah peu oui. près 80 greffiers. Donc c'est une juridiction à taille humaine. Quand il y a une difficulté, on peut en parler. Moi, sur mon quotidien, je dirais que ce qui pose le plus de problèmes, c'est les difficultés que je peux rencontrer sur l'utilisation de l'outil informatique justement. C'est-à-dire qu'il y Mm. a une spécificité dans la magistrature, c'est que les référents informatiques, ce sont des personnels de la juridiction, des greffiers, des magistrats, etc. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des PI, hein, des référents informatiques au sein des juridictions. C'est-à-dire quand je vais avoir un problème, par exemple, d'accès ou un problème ne serait-ce que de, je sais pas, un ordinateur qui chauffe ou un ordinateur à faire remplacer, je dirais que c'est assez compliqué. J'ai pas un service dédié, mais ça va être un collègue référent dans ce domaine-là que je vais devoir solliciter. Alors ça, c'est en train d'un petit peu de changer parce que le ministère est en train de recruter des agents informatiques spécialement formés à ces questions-là, qui puissent nous venir en aide sans avoir à solliciter justement ses collègues. Parce qu'on parle de transformation numérique, nous on est en plein dedans, et cette transformation numérique, elle pourra pas se faire sans d'une part un matériel de qualité et d'autre part des agents informatiques qui viennent prêter main forte aux magistrats. Donc ça, je dirais que cet aspect-là, c'est quand même une constante parmi les magistrats. On se plaint de la qualité de notre outil informatique et de la qualité, par exemple, des aides qu'on pourrait avoir quand il y a des difficultés sur ce point-là. Ça, c'est une première chose. Par rapport aux locaux, moi, j'ai pas de problème là à Laval, mais j'ai fréquenté d'autres juridictions où il y a effectivement des problèmes sur la taille, finalement, des palais de justice. C'est-à-dire que on a recruté beaucoup de monde, mais les palais de justice, ils se sont pas agrandis. Donc, il faut mettre beaucoup de monde dans des palais qui sont finalement assez petits. Ce qui veut dire que parfois, on partage des bureaux, parfois on est amené.
à mettre des dossiers, vous savez, dans les salles d'archives, on va les mettre dans le couloir, c'est parfois ce qu'on voit dans les médias, pour libérer de la place ailleurs. C'est vrai que ça donne un environnement de travail qui n'est pas forcément toujours évident à supporter au quotidien. Je dirais, c'est ce côté-là, la promiscuité un petit peu des locaux. Et puis enfin, bah, il y a aussi la dégradation hein, des lieux, tout simplement, des toits qui sont fissurés, des inondations quand il y a des fortes pluies. Oui, on en connaît dans certaines juridictions, c'est pas le cas de la mienne, mais j'en ai déjà vu, je vois aussi des collègues qui me parlent de ça. Et ça, c'est vrai que ça donne un peu une impression que, oui, travailler dans un environnement qui est pas sain. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté, je dirais, c'est pas que médiatique, c'est une vraie réalité. D'accord. Mais toi, par exemple, tu as du papier dans les imprimantes que tu utilises. Oui, oui, oui. Sur l'aspect matériel, fourniture, c'est pas vrai qu'on manque de post-it, etc. Enfin, c'est c'est grossi tu vois, c'est un très gros trait, quoi. Je veux dire, oui, parfois ça va arriver. Ça m'est arrivé une fois de manquer de papier. J'ai appelé le service en question et j'en ai eu. Ça, c'est un peu des légendes qui circulent parfois sur les réseaux sociaux, mais non, rassurez-vous, on a des post-it, on a du papier et on arrive à travailler très correctement. Il y a des problèmes, mais les fournitures, peut-être que dans certaines juridictions, ça pose difficulté, mais c'est pas au niveau de ce qu'on peut entendre parfois, j'ai l'impression. D'accord, ouais. Finalement, le plus gros manque, c'est en termes humains. Il faut recruter Ah, plus de magistrats. Il faudrait recruter plus de magistrats ouais, pour absorber la ouais, totalité des dossiers à un exactement. rythme convenable ou un petit peu plus Ouais, bah oui, rapide. c'est ça. Voilà, Et dans puis certains cas. ce recrutement de magistrats et de collègues aussi, juriste assistant, assistant de justice, bah, ça pose aussi des problèmes de place, puisque C'est ça. on va recruter plus, bah, il va falloir des locaux plus grands, des bureaux plus adaptés, etc. C'est ça. C'est ça. Ou du télétravail imposé 2 jours par Voilà. semaine pour Mm, tous les magistrats. Mm. tout à fait. Absolument. Est-ce qu'un magistrat, ça gagne bien sa vie? Bah alors, il y a quelques mois, je vous aurais dit non, pas tant que ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que les choses ont changé, puisque vous l'avez peut-être suivi, mais il y a eu une augmentation assez substantielle hein, des salaires de magistrats. Le ministère avait annoncé à peu près une moyenne de 1 000 euros d'augmentation nette. Et je le dis en toute transparence, bah, c'est le cas. C'est le cas. Alors, en gros, les augmentations les plus fortes ont concerné les magistrats les moins âgés, les moins expérimentés. C'est-à-dire, plus on était jeune, plus l'augmentation était importante. Justement pour parvenir à rééquilibrer un petit peu les choses. Et en gros, l'idée, c'était de nous mettre au même niveau que les magistrats administratifs. Mm. Et l'augmentation, en octobre dernier, elle a bien eu lieu en net sur nos fiches de paye. Ça, c'est une avancée qui est extrêmement importante, puisque ça change beaucoup de choses. Donc, un magistrat, oui, ça gagne bien sa vie. C'est un salaire qui est accessible, hein. Vous pouvez taper sur Internet, vous verrez, il y a une grille indiciaire sur transparence, hein. Selon le grade, vous en montez petit à petit. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on gagne bien notre vie, mais c'est finalement j'ai envie de dire, c'est la juste rétribution du temps de travail qu'on consacre à notre métier, et puis aussi des responsabilités qu'on a, parce qu'on disait tout à l'heure, juger les autres, c'est une responsabilité qui est énorme. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, enfin, on le perçoit nous, comme quelque chose d'assez juste, cette augmentation. Donc oui, c'est un métier qui vous permettra donc de vivre confortablement. Honnêtement, c'est assez confortable. Oui, c'est ça. Et depuis la revalorisation, les chiffres sont publiés un petit peu partout. Vous les trouvez sur le site du ministère notamment, avec des petits graphiques qui circulent un peu partout. Et concrètement, Mm. si on commence un petit peu bas, effectivement, on peut arriver en fin de carrière à des salaires extrêmement intéressants. Oui, Je crois, exactement. Ouais. voilà, on dépasse le 7 000 € net Mm. en fin de carrière, ce C'est qui est quand ça. même Mm. très, très valorisant. La seule Euh, difficulté, c'est que, alors ça, c'est une difficulté qui n'est pas forcément réglée, mais c'est que les magistrats sont soumis à la même grille indiciaire, peu importe l'endroit où ils vivent. oui. C'est-à-dire qu'un magistrat parisien et un magistrat à Laval gagnent la même chose, selon le grade. Et évidemment, le coût de la vie n'est pas le même. Donc ça reste un sujet. Ça reste un sujet, ça reste un vrai sujet, effectivement, parce que le coût de la vie n'est pas du tout le même.
Et donc, on a un pouvoir d'achat un petit peu inférieur quand même quand on est dans les grosses villes et notamment en région parisienne. Parlons maintenant de l'évolution de la carrière et de ce changement de poste qui est possible. Est-ce que on peut facilement changer de poste? Donc, est-ce que par exemple, il y a régulièrement des petites annonces et qu'on fait le tour de la juridiction pour demander qui veut partir là ou ici ou encore ici? Ou est-ce que finalement, c'est pas si simple que ça? Et de l'autre côté, est-ce que c'est parfois une obligation de changer de poste puisqu'on le lit parfois la presse nous explique qu'il ne faut pas qu'un magistrat reste longtemps dans la même région parce qu'il pourrait développer des affinités. Et avec les avocats, qui ne sont pas si nombreux dans certaines zones, notamment en province. Bref, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur cette question du changement de poste? Alors, c'est un aspect aussi qui est très important dans notre travail, c'est-à-dire qu'il y a, moi, je le vois comme un atout, c'est-à-dire qu'on est soumis à une mobilité géographique, mais aussi une mobilité fonctionnelle. C'est-à-dire que on a au total 8 fonctions qu'on peut exercer et changer de fonction assez facilement. Dans ces 8 fonctions, il y a l'instruction, l'application des peines, les affaires familiales, le parquet, etc. Donc, moi, ça, je trouve que c'est un vrai atout, parce qu'il y a peu de métiers qui permettent justement de changer aussi facilement de quasiment de métier. Parce que entre être juge d'affaires familiales ou substitut du procureur, c'est quasiment pas le même métier que vous exercez. Alors après, comment ça se passe? C'est pas des annonces ou des choses comme ça, c'est qu'en gros, les magistrats vont faire ce qu'on appelle une transparence. C'est-à-dire que la transparence, c'est les mouvements de magistrats. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on coche. Ça veut dire quoi cocher? C'est-à-dire, on va sur le site du ministère et on choisit des postes qu'on aimerait avoir dans les prochains mois. Donc, je coche juge d'instruction à Tours, juge d'application des peines à Évreux, et si il y a une place qui se libère, on va me proposer ce poste-là. Mhm. Donc, je peux cocher, moi, tous les postes que je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas limité dans une sphère, que ce soit pénale ou civile, ou siège parquet. Je peux faire absolument ce que je veux. Par Mhm. contre, bah, les places vont pas forcément se libérer. Donc, on coche assez largement, et puis après, on a ce qu'on nous propose. Mais ça, on va le faire, allez, je dirais, tous les 3 4 ans. C'est un peu la fréquence qui est retenue. C'est-à-dire qu'on peut passer 3 ans sur un poste. Au-delà, ça devient pas anormal, mais on va commencer à nous demander si on veut pas changer, etc. Parce que évidemment, on se fait on se crée des réflexes, des habitudes, une routine. Et ce qu'on dit, c'est que cette routine-là, c'est le pire ennemi du magistrat, finalement. C'est ça Ouais. qui est assez compliqué. Et puis après, au-delà de la fonction, eh ben, il y a la géographie, c'est-à-dire que il y a aussi cet aspect-là. Si moi, je veux changer géographiquement de lieu, je vais pouvoir travailler, je vais changer, par exemple, de Laval à Marseille, juste de l'application des peines, ben, ça va quasiment pas être le même métier aussi, puisque c'est pas la même chose que de travailler en Mayenne ou de travailler dans les Bouches-du-Rhône. Tu vois, c'est assez, moi, je trouve que c'est assez stimulant de se dire, j'ai une palette de fonctions que je peux exercer, changer assez facilement et je le ferai à échéance régulière. Après, si vous voulez pas changer, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas d'obligation légale à changer. C'est une Mhm. volonté du magistrat. Simplement, vous allez peut-être moins évoluer facilement ou moins vite si vous n'êtes pas mobile. C'est-à-dire que si vous ne changez pas régulièrement de poste, notamment pour la prise de l'ancienneté, quoi, ce qu'on appelle le grade. Mhm. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des voies de reconversion pas trop compliquées si jamais un jour on en a vraiment marre et qu'on veut plus exercer ce métier? Oui, 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 tout à fait. Alors pour nous, il y a ce qu'on appelle les détachements. Et les détachements, c'est quelque chose qui est extrêmement courant dans la magistrature et extrêmement facile à faire. C'est-à-dire que comme tout agent de la fonction publique, on peut se détacher, être détaché sur d'autres fonctions. Et c'est vrai que quand on est magistrat, on a cette facilité-là de pouvoir être détaché, par exemple, dans un ministère, dans une administration, voire dans certains domaines. Alors parfois, on découvre des annonces. Hein, là, pour le coup, c'est des choses qui nous sont envoyées, des champs d'activité qu'on ignorait totalement. Par Mhm. exemple, j'ai une amie qui est devenue sous-préfète là, récemment. Ah oui. Sous-préfète, c'est-à-dire qu'elle est passée du ministère de la Justice au ministère de l'Intérieur. Mais ça, c'est par la voie du détachement. Après,
après quelques années, on va lui demander si elle veut revenir dans son corps d'origine ou si elle veut rester dans le corps qu'elle a intégré. J'ai une autre connaissance qui est partie alors travailler par exemple pour la SNCF. C'est un magistrat, une magistrate pardon, qui est chargée de travailler à la sécurité dans les transports ferroviaires. Tu vois, c'est un domaine, moi, je n'avais pas du tout envisagé. Et puis, c'est des propositions de détachement comme ça qui nous sont faites, ou alors la protection judiciaire de la jeunesse, ou voilà, des administrations ou des ministères qui recrutent entre guillemets des magistrats. Et puis, il y a aussi cette possibilité d'aller travailler à l'étranger. Hein, c'est ce qu'on appelle les postes de magistrats de liaison. Ah Là, vous oui. êtes magistrat français affilié, par exemple, à l'ambassade de France dans un pays à l'étranger. Ça va être par exemple en Italie, aux États-Unis. Il y en a aussi dans le Maghreb, il y en a en Asie, etc. Et vous allez travailler sur tous les litiges transfrontaliers qui concernent un Français domicilié dans ce pays-là et son pays d'origine, c'est-à-dire la France. Et ça, c'est des postes qui sont extrêmement prestigieux, hein. Il y a des magistrats de liaison à Rome, à Washington, au Brésil, etc. Et c'est un aspect qui est extrêmement intéressant. Ah oui, effectivement. Effectivement, parce qu'en plus, on ne le sait pas, on a toujours l'impression qu'on est collé en France parce qu'on ne maîtrise que le droit français et que donc on est difficilement expatriable. Mais c'est très intéressant, effectivement. On enchaîne sur l'aspect psychologique de ton métier. Est-ce que c'est un métier difficile psychologiquement et notamment on pense à certains contentieux? Tu as évoqué celui des femmes, celui des enfants. Est-ce que humainement, il y a parfois des matières, des dossiers qui sont particulièrement difficiles? Et donc, deuxième question par rebond, est-ce que vous avez euh, une aide, un soutien, une cellule qui s'occupe un peu des magistrats qui seraient en état de fragilité à la suite de quelques mois ou de quelques années passées dans des secteurs compliqués. Alors oui, c'est un métier qui est difficile psychologiquement pour deux raisons. C'est-à-dire, il y a d'abord la charge mentale que représente ce travail, c'est-à-dire le fait de devoir au quotidien gérer la vie des autres, concrètement, et en plus de ça, d'être soumis à cette masse que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on travaille, c'est ce que les collègues avaient dénoncé dans la tribune des 3000, on travaille quasiment toujours en mode dégradé. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas te dire que j'ai le temps parfois de prendre mes dossiers, de réfléchir pendant 3 jours sur mon dossier, de me dire comment je vais. En réalité, on travaille dans l'urgence, on doit travailler vite et bien. Concrètement, c'est ça. Donc ça, c'est vrai que ça représente une charge mentale qui n'est pas toujours facile à gérer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut être aussi équilibré dans sa vie personnelle, c'est-à-dire avoir une vie culturelle, familiale, amicale, vraiment avoir des sas, entre guillemets, de décompression. Puis l'autre raison pour laquelle c'est un métier qui est difficile psychologiquement, c'est qu'effectivement, on va avoir des dossiers qui vont nous marquer plus que d'autres. Des dossiers tragiques. Des dossiers, moi je travaille au pénal, donc c'est pas toujours facile. Il y a le pénal du quotidien, qui parfois, sur des situations qui paraissent anodines, va vous marquer, vous savez pas pourquoi, enfin, c'est un dossier qui va vous marquer sans forcément que vous l'ayez anticipé. Parce que ça va être une situation particulière, ça va être une détresse particulière qu'on va ressentir chez l'auteur, chez la victime, etc. Une situation de vie qui est compliquée. Et ça, c'est vrai que moi, je me disais avant d'arriver dans la magistrature que ça pouvait se gérer, etc. Mais en réalité, je peux t'assurer que j'ai eu quelques audiences où je suis sorti de là en disant, ouf, il va me falloir 1 ou 2 jours là pour m'en remettre, parce que notamment les assises, quelque chose qui m'a un peu bousculé au début. Il y a des dossiers qui sont durs, pas forcément durs par rapport aux faits, mais durs par rapport à la personnalité, à la victime, à la famille de la victime, etc. Et oui, c'est un aspect qui est important. Alors, on a de plus en plus justement de soutien sur ce plan-là. Nous, par exemple, il y a un médecin de prévention qui intervient, il y a une psychologue qui tient des permanences et on peut la solliciter. C'est au choix, on n'est pas du tout obligé de le faire. On peut la solliciter si on a envie. Elle vient de temps en temps au tribunal et sur ces permanences-là, on peut aller la voir. On peut discuter avec elle de notre travail, etc. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, il faut savoir anticiper, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre d'être dans la difficulté pour parler à ces soutiens-là médicaux. Et puis deuxièmement, je pense que la nouvelle génération
elle lutte un peu contre cette idée du magistrat super-héros qui est capable de tout encaisser, de tout. Tu sais, c'est en gros, moi, je suis capable de tout faire, de tout voir. Plus le dossier sordide, plus je suis content parce que je suis costaud et que je suis un rock, etc. Et ça, le premier qui en a parlé, bah, c'est François Molins. C'est François Molins qui avait dit par rapport aux attentats qu'il avait prévu une cellule psychologique pour cette équipe et c'était pas quelque chose de courant, ça. Au contraire, quelque chose qui pendant très longtemps était assez mal vu parce que c'était vu comme une défaillance. Et ça, j'ai l'impression qu'avec la nouvelle génération, c'est en train de changer, notamment par rapport à la tribune des 3000 qui a fait comprendre beaucoup de choses. Oui, oui, c'est certain. Et il me semble que c'est vraiment indispensable de poursuivre cet encadrement parce que bah, c'est un métier quand même qui est difficile, qui est éprouvant, notamment dans certains contentieux. La surféminisation de la profession, tu la vois au quotidien. Alors toi, tu illustres l'exception peut-être de cette présence encore d'hommes dans les juridictions, mais est-ce que tu le constates vraiment au quotidien et est-ce que ça représente une difficulté? Est-ce que tu penses que on manque vraiment d'hommes, que ça serait bien de rééquilibrer avec une, une égalité un peu plus en nombre, j'entends évidemment Mm. un peu plus, un peu mieux respecté entre les hommes et les femmes. Alors ça, on le perçoit évidemment dès l'ENM, parce que dans ma promo, moi c'est la promo 2020, c'était 80% de femmes, Ouais, c'est 20% d'hommes. Et si on fait le parallèle aussi, mais même en master finalement de droit, on le perçoit déjà ça. C'est les métiers du droit qui sont, enfin, les métiers de la justice, qui sont marqués par cette surféminisation. Alors, c'est pas quelque chose qui pose difficulté, bien évidemment, en soi. C'est-à-dire que c'est pas pour moi difficulté particulière. Là où ça devient un enjeu actuellement, notamment pour le ministère, c'est par rapport à cette fameuse notion qu'on a souvent en tête et à l'ENM ils s'y tiennent beaucoup, c'est cette notion d'impartialité objective. C'est-à-dire l'apparence d'impartialité, c'est l'image qu'on renvoie. Mm. Alors pourquoi est-ce que ça peut poser problème? C'est que dans certains contentieux, si vous avez une composition de la tribunal qui est exclusivement féminine, le greffe quasiment exclusivement aussi féminin, les avocates qui sont quasiment exclusivement des femmes, et un prévenu homme, là, dans certains contentieux, l'image que ça peut renvoyer, bah, c'est une image justement de partialité. Par exemple, un homme qui est jugé pour des faits de violence conjugale, eh ben, vous le mettez face à cette assemblée de femmes. Lui, ce qu'il peut se dire, c'est qu'il va être jugé de façon partiale parce que c'est un homme. Et ça, c'est une réalité. Moi, je le vois, notamment quand je suis le seul homme et qu'il y a autour de moi que des femmes. C'est souvent ce que renvoient les prévenus, c'est-à-dire ah bah oui, mais vous, évidemment, vous êtes des femmes. Alors qu'en réalité, alors c'est pour, je trahis pas de secret, mais il n'y a pas du tout de concordance. C'est-à-dire que il y a des femmes qui vont être plus sévères que les hommes, des hommes qui vont être plus sévères que les femmes. Il n'y a absolument aucune, il n'y a pas de réalité, je vais dire, scientifique par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en termes d'image, par rapport à ce que ça renvoie, Mm. c'est un vrai sujet aujourd'hui pour le ministère, et que en soi, c'est pas la féminisation qui pose problème, c'est surtout cette question de la perception par rapport, enfin la perception du justiciable par rapport à cette féminisation. Oui, c'est ça, on comprend parfaitement, et notamment dans certains contentieux, je pense par exemple au divorce. Effectivement, juger un époux, futur ex-époux pour adultère par une assemblée 100% féminine, c'est compliqué, effectivement, de par l'image que ça renvoie, effectivement. Alors, on parle beaucoup de travail en équipe. Tu nous as bien dit que tu devais être un collègue exemplaire, que tu devais t'intégrer dans cette communauté de magistrats. Quelle est la répartition de ton temps de travail entre les moments où tu travailles tout seul et les moments où justement tu es à plusieurs en travail en équipe? Alors moi, dans mon service, je travaille tout le temps en équipe. Déjà parce que mon binôme, entre guillemets, c'est mon greffier. Donc on D'accord. est en binôme tous les deux. On est quasiment tous les jours en contact et chaque heure, voilà, on est amené à discuter, à échanger. En plus de ça, je travaille au sein d'un service de l'application des peines, c'est-à-dire qu'on est deux juges de l'application des peines à Laval. Donc j'ai aussi une collègue avec qui j'échange quotidiennement. Donc ça, c'est un aspect, c'est par la force des choses qu'on est dans une communauté de travail. Par contre, moi, j'apprécie aussi ces moments où je fais un pas de côté
je travaille un petit peu plus tout seul parce que j'en ai parfois besoin, c'est-à-dire entre guillemets, je me mets dans un cocon pour rédiger, pour préparer une audience qui va être compliquée. Et ça, j'ai la capacité de le faire. Alors, ça peut passer par le télétravail, mais ça peut aussi être le cas au tribunal. C'est-à-dire que je peux fermer mon bureau et dire, mettre le bureau, merci de pas me déranger. Ça, à titre personnel, moi, j'en ai besoin. C'est-à-dire que j'aime beaucoup travailler en équipe, mais en même temps, j'ai besoin de ces temps de travail plus un petit peu personnel et puis solo, entre guillemets. Alors, j'ai l'impression que ça fait un bon équilibre. C'est-à-dire, quand j'ai besoin d'aller parler à quelqu'un et de trouver quelqu'un pour discuter, je trouve toujours quelqu'un. Et en même temps, quand j'ai besoin de m'isoler, parce que je suis plus efficace comme ça, parfois, eh ben, je peux le faire sans difficulté. Et quels sont les aspects les plus gratifiants de ton métier? Ce qui est le plus gratifiant pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'utilité sociale. On a l'impression quand on finit sa journée qu'on a été utile pour la société. C'est-à-dire que si les tribunaux n'existaient pas, si les juges n'existaient pas, si ce qu'on fait dans les tribunaux, si on le faisait pas finalement, bah, la société elle serait pas meilleure, quoi, elle serait pire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que les gens puissent vivre tranquillement, de façon paisible, en sécurité, etc. C'est vraiment ça, moi, mon objectif au quotidien. Et c'est ça qui est extrêmement gratifiant. C'est-à-dire que quand on juge quelqu'un, c'est pas par plaisir d'envoyer quelqu'un en prison ou de, non, c'est parce que il faut, pour qu'on puisse vivre correctement ensemble, bah, faire respecter les lois et les faire respecter de façon, j'ai envie de dire, avoir de la lucidité et toujours appliquer des règles de droit objectives, générales, à des situations concrètes. C'est-à-dire que moi, quand je vais prendre une décision, notamment à l'application des peines, ce qui m'importe, c'est ça, c'est d'appliquer la règle de droit et de prendre la bonne décision. Mais c'est surtout faire en sorte que ma décision, elle participe, si tu veux, du vivre ensemble, de la paix sociale. Tout ça, notre travail au quotidien. Et ça, c'est extrêmement gratifiant parce qu'on on se sent utile. Oui, tout à fait. Et est-ce que quand tu as commencé ta carrière, alors tu n'es pas encore très très loin, mais ça, j'imagine que il y a un début à tout et que les débuts sont plus compliqués, et là que tu as pris tes marques, est-ce qu'il y a eu des difficultés auxquelles tu as été confronté liées à ce début, tout début de carrière? Alors la principale difficulté pour moi, c'était en fait, la prise de conscience des effets de ma décision sur la vie des gens. C'était Ah ça le oui. plus difficile. Parce que quand j'étais auditeur, j'étais toujours encadré d'un mètre de stage, de 2 mètres de stage. Donc je prenais des décisions, mais toujours sous couvert de quelqu'un de plus expérimenté. Quand je suis arrivé en poste, je vais raconter une anecdote, hein, la première fois c'était les premières semaines de ma prise de poste, le juge de l'application des peines. Il faut savoir que le juge d'application des peines, c'est quelqu'un qui est amené à incarcérer assez régulièrement des gens. Et en fait, la première fois que j'ai reçu quelqu'un sous escorte de la gendarmerie, parce qu'il respectait pas ses obligations, etc., il était devant moi, et là, je me suis dit, ah bah là, c'est toi qui vas prendre la décision, et toi tout seul, sous couvert de personne. C'est-à-dire que là, je me suis un peu heurté, si tu veux, au vertige un peu de cette décision qui allait conduire à l'incarcération de quelqu'un maintenant tout de suite. C'est-à-dire que le soir même, la personne dormait en prison. Et là, Hmm. j'ai été pour la première fois confronté à ça. Et alors, j'ai beaucoup douté, quoi. Je me suis dit, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que je tape pas trop fort? Est-ce que je devrais faire différemment? Voilà, je me suis posé 10 000 questions. Finalement, j'ai décidé d'incarcérer cette personne, en motivant ma décision. Et puis, je suis allé en parler à un collègue, plus expérimenté que moi. Et évidemment, ça l'a fait un peu sourire parce que ça fait un peu le novice là, qui prend conscience des pouvoirs qu'il a entre les mains et des pouvoirs qui sont pas anodins quand même. Et il m'a dit, tu sais, en réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il m'a dit, tu sais, c'est le jour où tu te poseras plus ces questions-là qu'il faudra te demander s'il faut pas arrêter. Et c'est là que ça m'a fait ce déclic. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est plutôt normal de douter, de se poser ces questions. Et ça m'a permis de percevoir les choses plus sereinement. Après, l'autre difficulté, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est vraiment d'être rigoureux au quotidien, c'est-à-dire, il y a le côté jugement, prendre des décisions, etc., mais il y a aussi le côté organisation du travail. Et ça s'apprend pas, c'est de l'expérience. C'est régler ses dossiers, les mettre sur le bon tas,
faire en sorte que ça avance, être rigoureux dans le quotidien de son travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit et ça s'apprend pas à l'école. Nous en arrivons à la fin de ce premier thème. Je te propose que nous répondions à quelques questions qui ont été posées par nos auditeurs avant de commencer le deuxième thème plus léger sur la justice de demain. Alors, j'ai Nathalie qui nous dit qu'elle suit le parcours de l'intégration directe. On m'a fait part que le poste, le cas échéant, serait au parquet et non au siège. Comment m'imprégner des attendus ne connaissant pas le milieu et venant du notariat? Alors, pour l'intégration directe, il y a cette limite quand on est intégré. Alors, c'est ce qu'on appelle les cibles, les candidats à l'intégration directe. L'article 22, notamment, Mhm. il y a d'autres articles, mais c'est le principal article pour les intégrations directes. Il y a cette limite qui consiste à ne pouvoir prétendre qu'à des fonctions non spécialisées, c'est-à-dire soit substitut du procureur, soit juge non spécialisé. Là, en l'occurrence, c'est substitut du procureur. En fait, j'ai envie de dire, c'est le moins difficile quand on ne connaît pas la justice, puisque vous allez travailler en équipe. Quand vous êtes au parquet, vous travaillez en équipe, et ça peut être des équipes extrêmement importantes en nombre. Ça peut être 10, 20, 30 collègues du parquet, ça peut être moins, mais il y a cette culture du parquet qui fait qu'on travaille en équipe. Et là, évidemment, les difficultés, vous allez en avoir, mais vous allez pouvoir tout de suite en parler à des gens qui vont vous aider, parce que le parquet, ça travaille comme ça. Ils ont à cœur, on dit que le parquet il est indivisible, donc ils ont à cœur d'aider les collègues et permettre que tout le monde puisse aller vers un objectif commun. Donc moi, ça m'inquiète pas du tout de venir d'un autre milieu et d'intégrer le parquet. C'est pas quelque chose qui me paraît extrêmement difficile à vivre parce que ça va se faire assez facilement grâce aux collègues. Oui, et puis on voit bien la tendance aujourd'hui qui veut que bah, ils aillent vers des diversités de profils. C'est vraiment quelque chose qui est recherché, c'est très enrichissant et donc bah, ne vous inquiétez pas, Nathalie, je pense que ça se passera très très bien. Oui. Drella te demande s'il t'arrive de proroger tes délibérés à cause de la charge de travail. Alors moi, ça m'arrive pas parce que j'arrive à tenir mes délais, mais simplement, je mets des délais plus ou moins longs. Donc, Hmm. ça m'arrive de réguler comme ça quand je sais que j'ai des grosses audiences qui arrivent. Ça m'arrive de mettre des délais plutôt qu'à 2 semaines, à les mettre à 3 semaines ou un mois. Je préfère faire ça que de proroger. Je crois que j'ai prorogé une seule fois en 1 an et demi. Pas par rapport à la charge de travail, c'est que c'était une audience collégiale et qu'avec les assises, etc., on n'avait pas pu se voir suffisamment en amont pour pouvoir rédiger la décision. Mais non, D'accord. c'est assez Hmm. rare. En tout cas, au pénal, en ce qui me concerne, peut-être que les collègues au civil le font souvent, mais moi, c'est assez rare. D'accord. Audrey revient sur tes premiers mois de prise de poste. Alors, elle demandait s'ils étaient difficiles. Je pense que tu as déjà en partie répondu. Mais elle précise, est-ce que tes collègues qui t'ont accueilli ont été facilitants? Tu as bien été accueilli quand tu es arrivé tout jeune magistrat sorti de l'ENM? Ah oui, ça c'est une certitude, j'ai été très très bien accueilli. Après, c'est aussi, je trouve, dans la magistrature, on a à cœur d'accueillir les jeunes collègues. Hmm. On se rappelle tous de notre passé d'auditeur, on se rappelle tous de notre scolarité à l'ENM, et il y a ce côté dans la magistrature de transmission qui est assez important. Évidemment, vous trouverez toujours des exceptions, des collègues qui sont un peu plus fermés, etc. Mais de façon générale, ça a été extrêmement fluide, simple. On m'a mis à l'aise, on m'a expliqué les spécificités du tribunal, etc. Et je dois avouer que moi, j'ai été rassuré par ces premières semaines où les collègues étaient très, très aidants sur des aspects parfois même concrets, hein. Comment est-ce que je demande mes accès informatiques, où est-ce qu'on Oui. mange le midi, où je me gare quand je viens en voiture. Enfin, je trouve que ça, c'est un plus. Dans la Ah bah, magistrature, il y a quand même cette culture-là de hmm. l'accueil des jeunes collègues. Ouais, puis on rebondit, là on retrouve cette notion, tu l'as utilisé beaucoup, ce mot de communauté. Vous formez vraiment un corps, une communauté, donc j'imagine qu'il y a toute l'entraide qui va avec. Simon te demande si tu as l'occasion donc de connaître à la fois des dossiers à l'instruction et à l'application des peines. Oui, alors la Cour de cassation, elle dit que ça pose pas de difficulté de connaître les dossiers, notamment quand on juge d'application des peines, parce que c'est pas la même casquette. Donc on en connaît différemment.
Et ça va même plus loin. Parfois, enfin, je suis juge correctionnel, mais parfois je condamne des personnes que je suis à l'application des peines. Et dans un certain nombre de cas, il y a même un avis du juge de l'application des peines qui doit être fait au juge correctionnel. Parfois, je me fais des avis à moi-même. Et ça va peut-être vous surprendre, mais parfois, je suis pas d'accord avec moi-même. Parce que je me fais un avis avant l'audience, et puis après, bah, l'audience fait que, il se passe des choses, et donc je peux moi-même changer d'avis sur ce que j'avais préconisé initialement. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait la Cour de cassation elle est assez claire sur la question, et c'est surtout par rapport aux petites juridictions où il n'y a pas suffisamment de magistrats pour avoir un collègue qui fait que de l'instruction, un collègue qui fait que de l'application des peines, etc., etc. Bah oui, ouais, oui, c'est ça. Juridiquement, ça pose pas de difficulté. Manon, revenez sur tes permanences et ton organisation de travail. Tu nous as dit que tu travaillais pas le week-end. Est-ce que il y a quand même des urgences qui peuvent arriver, demande-t-elle? Ou bien est-ce que bah, justement le concept de permanence où je ne suis pas en permanence permet d'éviter d'avoir des urgences à gérer le week-end? Maintenant, si vous n'êtes pas de permanence, vous ne serez pas sollicité, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Sauf Ouais, si un collègue avec qui vous entendez bien, qui lui est de permanence sur votre fonction et il a un peu des doutes, ça m'est arrivé. Moi, j'ai une collègue qui était de permanence à l'application des peines, on s'entend ouais. très bien. Bon, on m'a passé un petit peu de fil, je lui ai répondu, mais sinon, non, statutairement, vous serez pas sollicité si vous n'êtes pas de permanence. C'est Bon. le droit à la déconnexion. Moi, je prends même pas mon ordinateur. Pas de permanence. D'accord, oui, 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 d'accord. Bon, mais c'est bien mérité quand même, hein. Et justement, il faut être tellement concentré durant sa semaine de travail que heureusement que vous pouvez avoir cette soupape du week-end pour récupérer et pour, comme tu le disais, faire autre chose, des activités familiales, sportives ou autres. Exactement. Alors, deuxième thème qu'on voulait aborder, c'est la justice de demain. Et justement, nous avions une question à ce propos qui me permet de faire la liaison. Question d'Alexandra. Quel est l'avenir de la magistrature avec la réforme de novembre 2023? Bah, l'avenir de la, de la magistrature, on a l'impression que c'est une question qui se pose tous les deux, 3 mois. Mm. Euh, moi, je vois plutôt des évolutions qui sont positives par rapport notamment au renfort qu'on va avoir. Ça, franchement, enfin, moi, j'arrive dans la magistrature, mais par rapport à des collègues qui sont là depuis très longtemps, eux nous disent que ça, c'est une vraie avancée et que si effectivement on a les 1500 magistrats qu'on nous a promis, ça va quand même nous donner un peu d'air, un peu de souplesse. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une évolution qui est plutôt positive. Après, il y a aussi une évolution par rapport au fond. J'ai l'impression que l'évolution actuelle, c'est la tendance à la déjudiciarisation, c'est-à-dire Mm. privilégier d'autres voies de justice, entre guillemets, que celles des tribunaux, etc. Alors, avant d'être magistrat, moi, je le voyais d'un mauvais œil, ça, en me disant, c'est quand même à la justice, on est là pour un office particulier et c'est normal qu'on soit sollicité. Maintenant que je suis magistrat, j'ai changé un peu d'avis sur la déjudiciarisation parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dossiers qui viennent devant nous qui en réalité ne justifient pas forcément euh, qu'on euh, enfin, qu'on soumette cette question-là à des magistrats professionnels. Alors, ça peut être les litiges de voisinage, ça peut être vraiment des choses extrêmement basiques où on se dit que on n'apporte pas finalement une plus-value énorme. Moi, je vous donne un autre exemple en matière pénale très très simple. Je suis moi président du tribunal de police, donc je gère des contraventions de la première à la cinquième classe. Dans le lot, il y a des contraventions de la première, de la deuxième, troisième classe. C'est-à-dire que parfois, à l'audience, j'ai le papy qui a pas mis son clignotant, la mamie qui s'est garée sur une place handicapée alors qu'elle n'avait pas le droit. Vous voyez, et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment utile de charger un magistrat professionnel de ce travail-là? Pourquoi est-ce que on confierait pas ça effectivement à des magistrats à titre temporaire, là c'est des avocats honoraires, vous savez, qui sont maintenant sollicités pour les cours criminels, c'est d'ouvrir un petit peu notre corps et d'arrêter avec cette espèce de monopole là qu'on veut conserver, si on doit tout juger tout le temps envers tout le monde. Moi, j'avoue que je ne serais pas contre qu'on recentre un petit peu le magistrat sur son cœur de métier, c'est-à-dire des dossiers complexes, relativement importants ou graves, parce que là, on apporte une plus-value. C'est plutôt vers ça. Moi, la déjudiciarisation, je la vois pas d'un mauvais œil aujourd'hui. Alors, avec Mm. des limites, évidemment, mais c'est Ouais, pas bien quelque sûr. chose qui m'inquiète.
Bah, c'est un débat qui revient sur la table très régulièrement. Ça a été le juge de proximité, ça a été effectivement les magistrats temporaires. C'est des Mm. solutions on a l'impression qu'on est en permanence en train de les rechercher. Est-ce que tu dirais que ce sont les principales évolutions récentes de la justice? Alors, il y en a d'autres, hein, évidemment, des évolutions. La première évolution, c'est aussi la dimension numérique, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fossé générationnel qui est immense entre les nouveaux magistrats et les plus anciens. Par exemple, moi, je travaille quasiment plus avec des dossiers papier. C'est-à-dire Bah que oui. quasiment l'intégralité de mes préparations d'audience, c'est des dossiers numériques. Mm. Et je trouve que je suis beaucoup plus efficace sur des dossiers numériques, notamment à l'audience. La dernière fois, encore en préparation immédiate, j'ai fait diffuser une vidéo qu'il y avait dans le dossier. Enfin, certes, ça demande un peu de préparation avec le greffe, mais oui, c'était quelqu'un qui s'était filmé en train de détruire les locaux d'une association. Ben, je l'ai diffusé à l'audience et ça a apporté quelque chose. Et ça, c'était vraiment l'audience numérique, là. Donc, Mm. je trouve que c'est une évolution très, très importante. Alors, je sais pas si on passera au tout numérique, c'est-à-dire au zéro papier, mais en tout cas, là, il y a une vraie évolution. On le voit. Et notamment une génération qui arrive, là, de magistrats, qui est totalement à l'aise avec l'outil numérique et qui a plus réflexe du papier. Ça va changer, je pense, pas mal de choses dans nos pratiques. Oui, effectivement. Et ça rejoint la question d'après, quels sont les défis qu'il faut anticiper pour l'avenir de la justice? Les premiers défis, je pense que enfin, il y a le défi, on va dire, de notre travail, l'organisation du travail. Le numérique, c'est un défi qui est énorme, et qu'on va devoir gérer parce qu'il va falloir qu'on s'y mette, qu'on le veuille ou non. Et surtout, ce numérique, il va nous permettre aussi de réfléchir à des évolutions de notre pratique. Moi, je vous donne un exemple très simple. On parle par exemple de fracture numérique. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'accès à l'informatique. C'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'informatique. Moi, ce que je vois à l'application des peines, c'est que même sur des publics très, très défavorisés comme les SDF, eh ben, parfois, je les convoque. Je leur envoie des convocations par lettre recommandée, etc. Ils vont pas du tout les chercher. Ils regardent pas. Par contre, ils vont recevoir le texto, puisque même le SDF qui a absolument rien, bah, il a son téléphone dans la poche. Et parfois, je les vois arriver à l'audience, je me dis, mais comment vous avez su que vous étiez convoqué, puisque toutes les accusés de réception sont retenus. Bah, il m'a dit, j'ai reçu un mail du SPIP. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, oui, on parle de fracture numérique, mais aujourd'hui, finalement, euh, tout le monde quasiment a un téléphone portable sur lequel on peut envoyer des convocations, et donc les gens viennent plus facilement. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on va devoir repenser nos pratiques. Et puis la deuxième chose en termes de défi, moi je pense que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, le droit est tellement complexe, les procédures sont tellement compliquées, qu'on va devoir, je pense, avoir un vrai choc de simplification, parce que là, les gens ne comprennent plus rien en fait, à ce qui se dit ou à ce qui se passe dans les tribunaux. C'est-à-dire que moi je reçois des gens qui sont parfois des problématiques psy, qui sont dans un état de sidération quand je leur parle, ils comprennent pas ce qui se passe. Et ça, je pense que nous, on va devoir faire un effort là de simplification, ne serait-ce que du langage judiciaire et juridique. Et ça, j'ai pas l'impression que ce soit un élément qui est totalement pris en compte par le pouvoir politique. Quand on nous annonce, nous, aujourd'hui, un choc de simplification, ça nous fait peur, parce que chaque fois, le code, il prend 10% de son contenu. Oui, exactement. Et puis ça fait quand même quelques années qu'on nous en parle, puisqu'il me semble que l'expression d'ailleurs date essentiellement de François Hollande. C'est lui qui nous avait annoncé ça et il avait raison, effectivement, il faut simplifier, mais on voit pas tellement le résultat. Pas encore. Voilà. Et c'est vrai que Ouais. là, on arrive au bout du système, je pense, où on en Ouais. parle beaucoup, là, notamment le code de procédure pénale. Même pour les Oui, professionnels, ça devient totalement illisible. c'est ça. Ouais, c'est ça, ce qui quand même soulève une petite difficulté. Et est-ce que tu penses qu'on va demain aller jusqu'à franchir d'autres caps et d'autres pas, et notamment avec l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle donc la justice prédictive, qui a été mise à l'essai dans quelques juridictions. Est-ce qu'on sait où on en est? Est-ce que c'est pour demain vraiment les robots qui jugent ou pas? Moi, je pense que on n'y est pas encore. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises, mais j'ai l'impression que ça touche un peu plus le domaine des avocats que celui des magistrats. Mm. Euh,
on est, nous, très très loin encore de ces préoccupations. Et là, je parle d'un tribunal de première instance, vraiment du quotidien d'un tribunal. C'est sûr que si vous posez la question à un juge de la Cour de cassation, il aura peut-être une autre approche avec l'open data. Mais Ouais. nous, dans notre quotidien, on n'en est pas encore à réfléchir à la façon dont l'ordinateur va remplacer l'homme demain. Pas du tout. On en est très très loin. C'est pas pour demain d'ailleurs, je pense que c'est pour après-demain ou après-après-demain pour en ce qui concerne les magistrats, mais j'ai l'impression qu'on en est encore loin. C'est pas une préoccupation quotidienne, même si c'est une réflexion plus, on va dire, à un niveau de chef de cour ou à la cour de cassation. Mais pour le juge que je suis du quotidien dans un tribunal de province, on en est encore très très loin. T'as jamais été tenté de recourir à ChatGPT pour rédiger une décision? Non, parce que je me suis fait un colloque là récemment qui parle de ça et c'est vrai que il y avait tellement d'erreurs, on nous a exposé une décision qui fait d'erreurs, etc. Donc, je me dis que ça me ferait perdre du temps, Mm. finalement. Moi, ce soutien-là, je le trouve avec les assistants de justice, avec les juristes assistants. Donc, je préfère faire travailler des êtres humains avec qui je pourrais travailler en collaboration pour le moment qu'un ordinateur. Ouais, bien sûr. Et donc, dans ce contexte compliqué, le magistrat de demain, il aura quelle qualité, à ton avis? Bah, c'est assez paradoxal parce que je pense que on est loin de l'idée du magistrat futuriste. Je pense que le magistrat de demain, c'est un magistrat qui sera accessible et compréhensible. Ça va être extrêmement important et je pense que c'est un défi qu'on va avoir, c'est-à-dire que on va être dans l'obligation de changer quelque chose dans notre façon de faire parce que voir les audiences au cours desquelles les gens comprennent pas ce qui se passe, enfin, c'est quelque chose moi qui me préoccupe beaucoup. Et on parle beaucoup en ce moment de communication judiciaire, de communication sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de dire, la première communication, on doit l'avoir à l'audience, dans nos cabinets et dans nos décisions. Savoir qu'on a fait X déferments, 3 gardes à vue, 4, et le mettre sur Twitter, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mm. La première communication, il faut qu'on se ressente sur notre cœur de métier, c'est-à-dire les gens qu'on a en face de nous, c'est ça le premier vecteur de communication. Et, et on a aujourd'hui plein de discours qui consistent à nous dire qu'il faut communiquer sur les réseaux. Alors peut-être qu'il faut le faire, hein, je dis pas que c'est faux, mais je dis qu'il faut pas oublier que la première des communications, bah, c'est avec la personne qu'on a en face de nous. Et ça va être un gros défi pour la suite. Absolument. On en arrive au dernier thème que nous souhaitions aborder avec toi, le concours de l'ENM, naturellement, qui approche à grands pas. Et nous avons parmi nos auditeurs ce soir certains de nos étudiants qui le passent et qui aimeraient avoir ton avis sur certaines questions. Et notamment, bah, quels sont les conseils que tu peux donner à un candidat aujourd'hui qui prépare le concours pour le 27 mai prochain? Alors, le premier conseil moi, que je donnerais, c'est d'abord de travailler de façon régulière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travailler 15 heures par jour et de se tuer à la tâche. C'est plus pour moi la régularité qui fera la réussite. On n'a pas besoin de tout savoir sur tout. Par contre, on a besoin d'un investissement régulier, c'est-à-dire de travailler sérieusement et sur la durée. Ça, c'est très, très important. Et puis, le deuxième conseil, c'est assez basique, mais je le dis et c'est important. Pour préparer ce concours, il va falloir s'exercer. C'est-à-dire, il faut rédiger des copies. Ça suffit pas de ficher un ouvrage ou de ficher un fascicule. C'est bien, c'est nécessaire, il faut apprendre. Mais il va falloir apprendre à gérer le temps de l'examen. Il va falloir apprendre à rédiger. Parfois, c'est compliqué quand on a des étudiants qui ont eu l'habitude de rédiger à l'ordinateur, bah, de reprendre le stylo pour rédiger une copie, bah, on voit que c'est pas donné forcément à tout le monde. J'ai envie de dire, il faut se préparer en condition d'examen le plus souvent possible. C'est plus on va faire ça, plus on va être prêt le jour J euh, à, euh, à traiter le dossier. Parce que moi, pour vous dire, à l'ENM, pour moi, hein, pendant toute la scolarité, alors que j'avais quand même un bagage, on va dire, théorique, ça a été la gestion du temps. C'était ma principale difficulté. La gestion d'un temps arrêté, c'est-à-dire de telle heure à telle heure faire un sujet. Donc le conseil, c'est celui-ci, vous préparez un maximum par des examens blancs, des épreuves blanches, c'est-à-dire de travailler en conditions d'examen. Oui, tout à Après, de fait. façon plus générale, moi, Vas-y, j'ai envie de vas-y, dire, Finn. il faut certes travailler régulièrement et de façon en conditions réelles,
J'allais dire, un bon candidat, c'est aussi quelqu'un qui oublie pas que prépare un concours d'accès à l'école de la magistrature, et c'est-à-dire qu'il va devoir élargir un petit peu son horizon. C'est-à-dire qu'on attend certes des techniciens, mais pas que. C'est-à-dire que vous allez devoir aussi, au quotidien, bah, être curieux des sorties littéraires, cinéma, d'écouter des podcasts, enfin voilà, des choses en tant que citoyen nécessaires, c'est-à-dire d'avoir des idées, et puis des avis sur les choses, pour pouvoir justement défendre vos positions le jour du concours. Je parle de l'épreuve de culture G, hein, notamment. Notamment, ouais. Non, je voulais me permettre d'ajouter que effectivement, les entraînements, c'est très, très, très important. On ne cesse de vous le répéter. On ne peut pas réussir sans s'être un minimum entraîné sur un temps relativement long parce que bah, c'est un concours très relevé dont les exigences sont quand même très élevées. Et donc, bah, il faut s'entraîner. On le voit, il n'y a pas de candidat qui s'entraîne qui ne progresse pas. Donc la progression, elle vient, mais après de multiples entraînements. Et donc il faut vraiment s'entraîner beaucoup dans toutes les épreuves de toutes les matières pour multiplier cette expérience, pour après, le jour des épreuves, pouvoir maîtriser votre méthodologie et votre timing. Et le timing est serré, effectivement, hein, notamment dans certaines épreuves. Et donc, il faut s'habituer le plus possible à composer dans les conditions réelles du concours pour parfaire cette technique pour arriver à dépasser les autres parce que ça reste un concours et que donc il faut que votre copie soit meilleure que celle des autres. Justement, pour compléter ces premières observations, toi, tu es correcteur en droit civil et procédure civile chez nous. Qu'est-ce que tu remarques dans les très bonnes copies et notamment, qu'est-ce qui fait que tu vas mettre une très bonne note? Comment on peut se démarquer dans sa copie? Je pense que d'abord, enfin, il faut avoir une maîtrise de la méthodologie. Ça, c'est le prérequis. C'est-à-dire de la méthodologie juridique, que ce soit le cas pratique ou la dissertation, c'est-à-dire à répondre au canon méthodologique euh, qu'on attend d'un étudiant, etc. Parce que la méthodologie, elle a un but. Si on vous demande d'être méthodique quand vous faites un cas pratique, c'est tout simplement parce que quand vous allez rédiger des jugements, ben, vous allez adopter la même méthodologie, vous allez faire le même syllogisme, etc. Donc c'est juste un apprentissage de ce que vous allez faire en tant que magistrat plus tard. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dirais que les très bonnes copies, c'est les copies qui ont une hauteur de vue. C'est-à-dire Mm. que c'est pas des copies scolaires où il y a une récitation du cours, mais c'est quelqu'un qui a un avis. Et moi, je suis prêt à entendre plein d'avis, tous les avis, mais je veux une prise de position, entre guillemets. C'est-à-dire que si on me récite un cours dans une dissertation ou dans un cas pratique, je vais pas y trouver mon compte. Par contre, si on adopte un point de vue argumenté, qui est parfois pas celui que j'avais adopté par exemple en correction, ben là, ça va m'intéresser. C'est ça que cherchent les correcteurs du concours BNL. C'est cette, euh, cette rigueur dans l'analyse et dans la démonstration juridique, même si ça correspond pas finalement à ce qu'on attendait a priori. Et puis l'autre chose, c'est que si, surtout pour le concours de l'ENM, c'est pas forcément le cas pour le concours enfin, pour l'examen d'avocat, mais le concours de l'ENM, on va vous demander de faire des liens avec la fonction judiciaire. Et ça, on le voit dans très peu de copies. C'est-à-dire le sujet, vous pouvez pas faire l'obstacle, enfin, vous pouvez pas faire obstacle, pardon, sur cette question-là, c'est-à-dire quel lien a ce sujet avec l'institution judiciaire, le travail du juge au quotidien. Et ça, malheureusement, on le voit pas beaucoup. Et pour moi, c'est ça, ça montre une connaissance du concours et une connaissance de ce qu'attendent les correcteurs de ce concours. Et de la place du juge dans le sujet qui m'a été donné. C'est pour ça que j'aime pas trop quand on est dans les cas pratiques, ça dépend de l'appréciation souveraine du juge. Ah oui, mais là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre position. Vous êtes juge là, dans le cas pratique. Voilà, c'est cette, ce lien-là avec le rôle du juge, moi, qui me semble important. Oui, tout à fait, et notamment dans la dissertation juridique à laquelle sont confrontés les candidats au premier concours. C'est vrai qu'on vous dit toujours, essayez de vous poser la question sous l'angle d'un magistrat, parce qu'il faut faire ce lien avec votre futur métier, que ça soit pas forcément dans 100% de la copie, mais au moins quand même dans une sous-partie, indiquer quel est le rapport avec bah, la justice d'une manière générale, parce que c'est ça effectivement qu'on peut attendre et une façon de vous démarquer
dans votre dissertation. Une fois que les épreuves écrites seront passées, il y aura ces fameux résultats de l'admissibilité et certains qui auront la chance d'aller vers les épreuves orales. Là, pareil, même question, et ce sera la dernière de la soirée. Qu'est-ce qui va faire qu'un candidat va pouvoir se démarquer dans les épreuves orales? Comment on peut être meilleur que les autres, simplement en répondant à quelques questions? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a, première chose, le fait d'être vous-même. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de vous, à l'oral, que vous récitiez une leçon. Alors, je parle du grand oral. C'est sûr que les oraux techniques, on attend de vous, bah, des connaissances, etc. Mais il faut, je pense, faire preuve un peu de personnalité. C'est-à-dire rester fidèle à vous-même, parce qu'on voit très bien les candidats qui disent, enfin, qui ont l'impression de dire ce qu'on attend d'eux. Et ça donne mauvais genre. On veut quand même des gens de la personnalité, peu importe cette personnalité. Ça, c'est la première chose. Être fidèle à vous-même. La deuxième chose, c'est d'avoir une bonne connaissance du milieu judiciaire. Il n'y a pas uniquement des connaissances techniques, c'est aussi ce que disait Fanny tout à l'heure, bah, les stages que vous allez faire, les discussions que vous allez avoir avec les praticiens, les audiences auxquelles vous allez juste assister au tribunal. Ça va vous permettre quand même d'avoir un bagage un petit peu plus solide le jour du grand oral notamment, et d'être en capacité bah, de montrer cette connaissance du milieu judiciaire. Et puis, par exemple, avec d'autres candidats qui ont été assistants de justice, ça peut être aussi un plus quasiment fondamental. Aujourd'hui, il y a quasiment l'intégralité des candidats ont été assistants de justice, ont fait un stage en juridiction chez un avocat, enfin, ont vu un petit peu ce qu'est la pratique. Et puis, le troisième conseil par rapport notamment à la fiche de renseignement, etc., c'est d'essayer enfin, de pas vous, euh, de pas vous, comment dire, parce qu'il y a quelque chose qui est évident quand on passe le concours de l'ENM, c'est aussi le cas pendant la scolarité, c'est qu'il y a des types de questions qui sont là pour vous mettre en difficulté. Et ensuite, ce qui intéresse les examinateurs, c'est pas votre réponse, mais c'est votre capacité à rebondir. Ça, c'est typiquement le concours ENM. C'est-à-dire qu'on va vous poser deux, trois questions qui vont vous mettre en difficulté, mais on le sait. Et après, on va voir comment vous allez réagir. Alors, il y en a qui s'effondrent, il y en a qui déclarent forfait, il y en a voilà, qui vont pas plus loin que ça. Il y en a d'autres qui trouvent des ressources et qui arrivent à surmonter cet obstacle. Et donc, ce qui est le plus important, c'est pas la réponse que vous allez apporter, mais c'est votre capacité à rebondir. Moi, pour vous donner un exemple, la première question au grand oral, c'était est-ce que vous avez lu À la recherche du temps perdu de Proust? Première question. Évidemment, j'ai dit non. Voilà. Deuxième question, on m'a posé une autre question sur un ouvrage que j'avais pas lu, mais l'examinateur savait que j'avais pas lu cet ouvrage. Et donc après, simplement, il s'en fichait complètement des réponses. Il voulait voir ma capacité à tenir bon et à garder le cap. Et ça, c'est vraiment typique du concours de l'ENM, notamment pour l'oral. Donc il faut vraiment avoir ça en tête et de se dire, coûte que coûte, je vais tenir bon, puis je vais faire preuve de personnalité, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais pas m'effondrer, puis je vais aller au bout de ce que je sais faire. Très bien. Dans le temps, nous avons eu quelques questions supplémentaires sur le mur. Alexandra, qui t'interrogeait sur la réforme annoncée des concours d'accès. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire un mot ou pas du tout? Est-ce qu'il y a bien sûr, oui. des changements, des gros changements annoncés? Ça va ressembler à quoi l'accès à l'ENM dans les années qui viennent? Alors pour vous dire les choses très simplement, ça va être une uniformisation en fait des voies d'accès, parce qu'aujourd'hui il y a une dizaine de voies d'accès différentes avec des régimes de scolarité différents, pardon. Donc ce qui fait parfois un décalage entre, on parlait tout à l'heure des candidats à l'intégration directe qui vont passer un mois à l'ENM à Bordeaux, puis un stage probatoire, et des auditeurs classiques entre guillemets qui vont avoir une scolarité de 31 mois. Enfin, il y a une disparité qui est très importante. Et donc, la réforme veut que aujourd'hui, il y ait deux voies d'accès concrètement. Les, euh, que ce soit un concours, une sélection, étudiant et professionnel. Voilà. Il y aurait ces deux voies d'accès principales, étudiant, professionnel, et les deux seraient soumis à des concours. Alors, avec des modalités différentes, mais il n'y aurait plus notamment cette voie d'intégration qu'on appelle le 18-1, c'est-à-dire des voies d'intégration sur titre. Ce serait soumis à
un concours, que ce soit étudiant ou professionnel. Après, ce qui est aussi très important par rapport au concours et aux voies d'accès sur l'avenir, c'est qu'on va favoriser, le ministère souhaite favoriser la diversification des profils et donc veut attirer des professionnels de tous bords vers le domaine de la justice, notamment des anciens avocats, on parlait des anciens notaires, etc. Et ça, on est aujourd'hui quasiment à un magistrat sur deux qui a eu une carrière antérieure. C'est Ah quand même oui, assez énorme. Et donc, le but de cette réforme-là, ça va être d'accentuer un petit peu cet aspect-là, sans remettre en cause le concours étudiant. Bien évidemment qu'il y aurait toujours un concours étudiant, mais en plus de ça, il y aura un concours entre guillemets professionnel qui serait unique, là où aujourd'hui, bah, il y a l'intégration directe, le 18-1, le concours complémentaire, etc., etc. c'est Le ça. détachement. Donc, Mm. ce serait une uniformisation qui est plutôt, je trouve, positive, parce que Mm. aujourd'hui, il y a trop de voies d'accès distinctes avec des régimes très, très différents de scolarité. Oui, et cumulable en plus. Donc nous, quand on a des candidats qui nous appellent et qui nous donnent un peu les grands éléments de leur carrière ou de leur vie professionnelle et qui nous demandent quelle est la voie que vous nous conseillez, bah, en fait, on arrive à être incapable à conseiller quoi que ce soit parce que tout s'additionne. On peut postuler à tout et n'importe quoi en même temps. Donc ça devient brouillon avec, comme tu l'as dit, un passage à l'école ou pas, une période probatoire ou pas, un concours ou pas, telles épreuves ou pas. Enfin, ça commence à être compliqué. Donc moi, je crois que c'est une très bonne chose parce que finalement, c'est un mini choc de simplification pour entrer à l'ENM et ce sera le très bienvenu. On va terminer par Inès parce que je trouve que votre message, Inès, est très encourageant et vous êtes la magistrate de demain. J'en suis sûre, Inès, elle est en deuxième année de droit, une toute jeune étudiante en droit qui voudrait donc devenir magistrate et qui nous demande, est-ce qu'il y a des spécialités à la fac que tu conseilles ou pas pour préparer le concours? Est-ce qu'il y a des livres que tu conseilles à lire? Et surtout, est-ce qu'il faut faire des stages ou pas et quel type de stage? Alors, sur les stages, oui. Si vous avez la possibilité d'en faire, il faut en faire. Peu importe le service, peu importe le domaine, que ce soit civil, pénal, stage en juridiction, ce sera toujours un plus. Et puis, stage dans les cabinets d'avocats aussi, parce que les avocats vont vous Bien amener sûr. avec eux à l'audience. Ça permet aussi de voir un petit peu les choses différemment, et ça, c'est très, très appréciable. Alors, sur les ouvrages, j'ai pas forcément d'ouvrages à conseiller en tant que tel, parce que je pense qu'à ce stade, en deuxième année, bah, il faut suivre ces enseignements de façon régulière, etc. Et puis après, petit à petit, vous allez être accompagné, notamment quand vous serez à l'IEJ, quand vous serez dans les masters, etc. Vous allez pouvoir être accompagné. Alors après, sur les masters, moi, ce que je conseille, parce que il y a une vraie difficulté sur ce, c'est des masters généralistes. Aujourd'hui, le magistrat qu'on recherche, c'est un magistrat généraliste. C'est-à-dire qu'il est capable de tout faire et de changer de fonction, que ce soit civil, pénal, etc. Pourquoi c'est une difficulté? Parce qu'aujourd'hui, bah, il y a 80% des étudiants en droit qui veulent faire du droit pénal. Sauf que bah, ça se passe pas comme ça. Quand on est magistrat, on est à la fois civiliste et pénaliste. On peut pas faire une distinction nette en disant, moi, je vais faire un master de droit pénal et puis le civil, je ne m'intéresse pas. Là, dans le concours de l'ENM, vous aurez les deux et puis quand vous serez magistrat, bah, vous avez les deux. Donc, ce que je conseille, c'est plutôt des masters généralistes de carrière judiciaire, avec pourquoi pas des spécialités par rapport à vos appétences, mais gardez quand même en tête que ce qu'on va vous demander, c'est de la polyvalence. C'est d'être capable de tout faire, pas forcément d'être brillant dans un domaine, mais d'être bon et correct dans tous les domaines. Après, sur les conseils de lecture, il y a François Molins qui a sorti un livre récemment. Ça pourrait être un bon début. Voilà, un magistrat important. Ça fait longtemps qu'on attendait cet ouvrage-là. Euh, voilà, ça peut être une voie d'accès assez intéressante sur cette profession. Oui, c'est vrai. Et moi, je me suis permise de dire, par exemple, qu'il y a La décision de Karine Thuil Hmm. qui est assez Ouais, intéressant tout à fait. aussi Ouais. à lire au tout début, qu'on est Ouais. tenté, qu'on se laisse tenter par ce beau métier. Écoute, Mehdi, on te remercie beaucoup d'avoir animé cette conférence ce soir. Merci parce que tu nous as d'abord donné tout plein d'informations hyper utiles, mais surtout, tu as fait vivre ce métier. Tu l'as rendu un tout petit peu plus concret pour nous et on apprécie tout particulièrement bah, le plaisir que tu as d'en parler et de transmettre ça aux autres et aux jeunes générations en particulier. Donc, merci beaucoup pour ta participation ce soir. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis.
J'ai été personnellement ravie d'animer ce cycle de conférences qui prend donc fin ce soir. Et évidemment, on continue malgré tout de nous préparer, de vous préparer aux épreuves qui arrivent à la fin du mois de mai du concours, évidemment, de l'ENM. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et puis à très bientôt. Au revoir.